La vie est une aventure audacieuse ou rien. Chaque vendredi, j'accueille une personnalité pour discuter business, bien-être et développement personnel. Dans un monde en perpétuelle évolution, les intervenants du podcast apportent de l'inspiration et de l'information sur des sujets tels que le wellness, la parentalité, la carrière, le sport, l'alimentation, la beauté, la santé. Je suis Chloé Junico. Bienvenue dans Audace. Bonjour Alicia. Bonjour ma Chloé. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast. Je suis ultra honorée de t'avoir. T'es chère à mon cœur. T'es ma life coach, t'es ma coach personnelle, t'es ma business coach. Et en plus de ça, j'ai beaucoup d'estime pour ce que tu penses. C'est un vrai honneur pour moi de t'avoir et d'avoir ton avis, ton opinion sur les divers sujets qu'on va aborder. Merci beaucoup. Avant que je te bombarde de questions, est-ce que je peux te demander simplement déjà ce que tu ressens là? On va commencer l'interview. Comment tu te sens? Je me sens super bien, beaucoup de bienveillance. Ça me fait tellement plaisir de te revoir, on ne se voit pas assez. Et j'espère que les auditeurs pourront aussi ressentir la chaleur que tu dégages, la bienveillance que tu dégages. Merci beaucoup, je suis hyper flattée. Je peux te demander, s'il te plaît, de te présenter, d'expliquer donc ton métier, tes formations, ton parcours professionnel en général dans les grandes lignes. Alors, dans les grandes lignes, j'ai étudié à l'ESSEC, master en économie, vraiment la base. Assez rapidement, j'ai découvert que j'adorais travailler. J'aime travailler, ça peut paraître bizarre. Donc, j'ai commencé à goûter, toucher à tout. Voilà, les stages chez Universal Music, Chanel. Et puis là, en fait, j'ai remarqué, j'adore apprendre. Ça, c'est un peu le fil rouge. Et donc, j'ai cherché une entreprise dans laquelle je pouvais continuellement apprendre. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai atterri chez Ormit Talent, où j'ai fait un graduate program. J'ai continué ensuite dans la consultance. Et voilà, cette passion pour les gens, pour l'apprentissage, est jamais partie. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée en tant que business coach, toujours dans le cadre de Ormit Talent, où je coachais principalement des jeunes. Et puis voilà, de ça à là, aujourd'hui, j'ai atterri dans une fonction en tant que Head of Sales et Marketing. Donc, je gère une équipe Sales et une équipe Marketing, toujours pour Ormit Talent. Et dans mon temps libre, quand il y en a, il m'arrive encore de coacher. Est-ce que tu peux nous parler d'un cas pratique? Donc, par exemple, si je souhaite, moi j'ai eu la chance et l'honneur de le faire, et c'était extrêmement intéressant, je le recommande 1000 fois. Je viens vers toi avec une question précise où je suis un peu paumée, où je cherche un peu un sens à ma vie. Par où on commence? La base, c'est super cliché. On va d'abord voir en fait s'il y a un fit entre nous deux. Mon approche peut ne pas plaire. Donc ça, c'est super important. Si tu te sens pas en sécurité et donc tu pourras pas être vulnérable, on va rien réussir à faire ensemble. Donc je crois que ça, c'est la première base. C'est simplement apprendre à se connaître. Et puis, en fait, mon job, pour moi, c'est d'aller gratter derrière tes questions. Le pourquoi derrière tes questions. Parce que les gens pensent qu'ils savent. En fait, ils viennent avec un problème, mais souvent déjà avec une solution en tête. Et alors, on va décortiquer ça. Alors, l'idée, c'est pas comme en psychologie d'aller vraiment retourner dans le passé des personnes. C'est bien de comprendre ce qui s'est passé pour expliquer pourquoi le comportement est ainsi aujourd'hui. Mais c'est surtout d'aller regarder, mais en fait, où est-ce que tu veux arriver et qu'est-ce qu'on doit débloquer? Est-ce qu'il y a des freins pour pouvoir t'amener à cette situation souhaitée? Tout à fait vrai, et c'est ça que j'ai particulièrement apprécié avec mon travail, c'est que c'était vraiment du pratico-pratique. Mm-hmm. J'ai eu la chance aussi de faire beaucoup de thérapie dans le passé avec une maman psychologue et une belle-mère psychiatre. On a toujours été dans la communication, mais cette approche-ci, pour moi, était novatrice, dans le sens où mes réponses étaient quasiment immédiates. Et c'est un gros travail d'introspection, mais c'est d'une aide inestimable et tu donnes des belles béquilles pour travailler sur notre introspection et en sortir en fait des réponses. T'as un exemple concret? Je crois que ça pourrait aider à peut-être mieux cerner ce que tu veux dire avec ces béquilles. Tout à fait. Eh ben, une de mes questions quand on a commencé le travail, c'était et en fait c'était même pas une de mes questions. C'est toi qui as soulevé. C'était pas ta question. C'est toi qui l'as soulevé très justement. Mais c'est vrai que j'étais à un carrefour de ma vie où je sortais d'une relation très compliquée avec j'aime pas mettre des termes sur les hommes, mais un pervers narcissique, enfin un manipulateur, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on met derrière ce terme. Et j'étais paumée. Et la seule certitude que j'avais à ce moment-là, c'était que je voulais être maman et je voulais un enfant. Pas parce que j'étais amoureuse d'un homme, pas parce que je voulais le faire avec un homme, mais parce que dans mon ADN, j'ai toujours voulu être mère et c'était le moment pour moi dans ma vie où je voulais plus que mon bonheur, ce petit bonheur-là, dépende de quelqu'un d'autre. Mm-hmm.
bref, je peux en parler des heures, donc on va faire en gros. Je pourrais refaire un épisode solo là-dessus si ça vous intéresse. Mais on a creusé sur pourquoi être mère et qu'est-ce que ça voulait dire pour moi. Et c'était ultra important avant de commencer ce parcours dans la maternité et retravailler aussi les relations que j'ai avec ma propre mère. Donc, cette question-là, en fait, m'est restée et ça fait quoi? Ça fait 6 ans. Entre-temps, j'ai eu 2 enfants, mais c'est vrai qu'elle est restée et je la donne à toutes mes copines. Je dis, mais pourquoi toi, tu veux être maman? C'est une très belle question. Oui, je vois que tu es toujours émue. Oui. Je trouve ça très beau. C'est important, oui, de décortiquer vraiment le pourquoi. On est aujourd'hui dans une société de instant satisfaction. J'ai mal, je vais sur Instagram. J'ai mal, je vais boire un verre ou sortir. On veut oublier, on veut directement mettre un pansement sur la douleur. Il y a quelque chose qui gêne, je vais être maman, je vais recevoir de l'amour inconditionnel et tous mes problèmes seront résolus. Mais si on comprend pas le pourquoi, c'est une course contre la montre pour aller d'un satisfier à un autre. Tout à fait. Question très directe. Comment puis-je définir des objectifs personnels, clairs et atteignables? Donc, en règle générale, ce que je remarque, c'est les gens sont très doués pour faire ça dans leur travail, par exemple, ou relativement doués. On apprend ça. Et alors qu'on parle ou qu'on passe d'un point de vue privé, c'est comme si on oublie tous ces outils qu'on a acquis. Et donc, mon premier conseil, surtout quand il y a des difficultés d'un point de vue privé, c'est est-ce que tu as pensé à aborder ce problème de la même façon que tu le ferais au travail? Communiquer, indiquer tes besoins, faire peut-être un planning, réfléchir à, OK, quelles sont les étapes, quel est le budget que j'ai besoin pour pouvoir y arriver. Donc, mon premier conseil, en fait, serait d'essayer de sortir de cette réflexion émotionnelle qui peut parfois nous bloquer, où il y a parfois aussi des peurs irrationnelles qui sont liées, et regarder ça de façon pragmatique. Donc, en fait, quelle est la situation souhaitée? Quelle est la vision que tu as? Et puis, on revient en arrière. Pour arriver à ça dans 5 ans, qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dois faire l'an prochain? Et vraiment le décortiquer. Donc, voilà, tu veux te lancer peut-être ou faire un magasin. OK, aujourd'hui, tu vas faire une formation là-dedans. Peut-être que tu dois apprendre à faire un webshop, whatever. Mais tu écris les milestones. Donc, c'est pas une réponse très sexy, mais pour moi, la clé serait d'avoir la même approche pragmatique qu'on peut adopter au travail sur un problème qui peut être émotionnel. Quelle stratégie tu pourrais proposer pour rester toujours motivé? On est confronté à des obstacles, c'est vrai qu'on a tendance à vite lâcher. Comment on reste motivé tous les jours? Est-ce que tu as un exemple concret? Parce que c'est très large et je crois que oui, motivation est sujet à l'interprétation. Par exemple, dans le sport, si on a un objectif physique, fitness, disons, on le sait, la motivation va et vient, comme des envies de respecter un régime et le lendemain de craquer complètement. Comment faire pour avoir cette discipline? Alors, on va prendre un exemple du sport parce que je crois que c'est peut-être le plus facile. Ou même, disons, je veux perdre 10 kilos. OK? Donc ça, c'est le rêve. Je veux perdre 10 kilos. Et on est souvent très dur avec soi-même. Donc, on est super noir-blanc. Soit j'ai réussi et dans 6 mois, j'ai perdu 6 kilos. Soit je suis en échec complet et il y a cette petite voix interne. Je suis paresseuse, je suis vouée à être grosse, j'ai reçu le mauvais corps. Enfin, on a cette petite voix interne qui va quelque part nous convaincre qu'en fait, avoir 10 kilos de moins, c'est pas fait pour nous. Donc, je crois qu'on doit être très conscient sur ces voix internes qu'on a, qui sont donc des croyances émotionnelles et elles sont pas vraies. Donc, 2, je reviens sur ma première réponse. OK, si tu veux perdre 10 kilos, concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas pas les perdre donc, OK, tu vas marcher tous les jours 10 minutes. 10 minutes, c'est suffisant. Mais de commencer avec des objectifs qui sont atteignables, qui sont motivants, parce que le plus gros problème souvent, c'est cette voix intérieure qui nous détruit, qui nous sabote. On est incroyablement doué pour s'auto-saboter. Et donc, trouve des choses pour valoriser le comportement. Parce qu'au final, un comportement peut toujours être entraîné. Le problème n'est pas là-dedans. Donc voilà, si tu veux courir un marathon, il faut peut-être avoir comme au travail, un programme au travail. Tu sais pas comment faire de l'Excel, tu vas aller suivre une formation. Pourquoi tu irais pas te faire aider pour avoir un programme de course, pour avoir un programme de nutrition? Investis dans toi-même. C'est ça. Et pour ça, ça veut dire que tu t'accordes une certaine valeur, que tu es d'accord que tu mérites d'avoir ça, que tu y crois et que tu es prêt à mettre des choses en place pour y arriver. Tout à fait. Oui. Mettre les moyens à ses envies. Exactement. Quoi. Exactement. As-tu une technique d'organisation personnelle que tu recommanderais? J'ai envie d'être très modérée dans cette réponse. Parce que je pourrais répondre oui et venir avec un milliard de modèles. Et je me dis que la personne qui va écouter va nouveau se sentir coupable, se sentir nulle parce qu'elle ne le fait pas. Et on retombe par cette affirmation qu'on a qu'on n'est pas capable de faire quelque chose.
Parce que la vie, c'est la vie. Tu peux planifier autant que tu veux. Enfin, voilà. Toi, tu en as 2. Moi, je suis enceinte de mon 2e enfant. Tu sais qu'entre ce que tu veux faire et la réalité, il y a une marge. Je crois que je donnerais 2 grands conseils. C'est un, et il y a une phrase qui dit, si toi, tu n'as pas de plan, tu vas être mis dans le plan des autres. Et ça, c'est super important. Quel est ton plan? Et personne n'est là pour juger ton plan. Tu es owner de ton plan. Donc ça, c'est vraiment important. Donc dans ton plan, tu as des blocs. On a tous autant d'heures dans la même semaine. Et je dessine même une tarte, un cercle. OK, tu retires, disons, 40 heures pour le travail sur ta semaine entière. Combien d'heures est-ce qu'il te reste? Et puis, il faut retirer le sommeil. Il faut retirer le temps de voyage. Il faut retirer le temps où tu fais les machines, le nettoyage que tu veux. Combien de temps est-ce qu'il te reste réellement? Et qu'est-ce que tu veux faire de nouveau? Quel est ton objectif? Et quel est le temps que tu es prêt à te donner à toi-même pour y arriver? Mais donc, c'est de nouveau une approche super pragmatique par rapport à ce que tu as. Mais je veux aussi forcer les personnes à être réalistes parce qu'on est très doué pour rêver d'une situation. Mais entre le rêve et l'exécution, il y a un gap qui est énorme. Et comment ne pas le culpabiliser? Donc, moi, j'ai 2 enfants et un mari. C'est vrai que ce temps où je vais te dire, voilà, chérie, tu t'occupes, tu vas au parc avec les enfants, j'ai besoin de 4 heures, par exemple, pour monter un podcast. Je mets plus que 4 heures, mais comment ne pas culpabiliser? Moi, j'ai envie d'être là pour eux et en même temps d'être là pour moi. C'est dur de se mettre en priorité. Oui. Là, on revient sur quelque chose qu'on déteste faire, c'est choisir. Tu as choisi de faire ce podcast. Et accepter ton difficile. Donc ça, c'est ma 2e phrase clé, c'est accepte ton difficile. Faire un podcast est difficile. Mais ne rien faire, être uniquement mère au foyer, je fais super noir-blanc pour la facilité, et pas travailler est difficile aussi. Avoir 10 kilos en trop, c'est difficile. Faire régime ou faire attention à son poids, c'est difficile. Donc, il n'y a pas de secret. C'est tu dois faire un choix pour toi-même. Et oui, on veut tout avoir. Et tu dois être réaliste. Donc, je reviens sur combien d'heures tu as dans la semaine. Sois réaliste par rapport à ce que tu veux faire. Et puis, va prioriser tes choix. Donc, ça, ce serait mon premier conseil. C'est de, quelque part, oui. Être un peu égoïste, en fait. Oui, mais de nouveau, reviens à ton plan. Ton plan, c'est d'avoir un podcast, d'être la mère. Est-ce que, voilà, tu es la mère qui va chercher tous les jours les enfants à l'école ou non, parce que pour toi, c'est important de faire autre chose. Eh ben, t'es la mère qui va chercher une fois ou jamais ses enfants à l'école. Which is fine, mais ça doit être ta décision. On est malheureux quand on a le sentiment qu'on perd le contrôle et que cette décision a été prise par quelqu'un d'autre. Mon travail fait que, tu vas être malheureuse. Je choisis de faire carrière et donc ça implique que je vais chercher mes enfants que 2 fois par semaine. C'est exactement la même situation, mais la façon dont tu le places dans ta tête, dans ton cerveau est complètement différente. Comment puis-je apprendre à accepter et à tirer des leçons de mes échecs? Alors, il y a échec et échec. Donc, ce qui se passe beaucoup dans la société aujourd'hui, tu n'es pas l'échec. On parle beaucoup avec le verbe être. Je suis paresseuse, je suis colérique. C'est pas vrai. C'est un comportement que tu peux avoir. En fait, et c'est grammaticalement pas correct, mais remplacer le verbe être par faire. Je fais de la paresse ou je fais de la procrastination. Donc, je dirais tu n'es pas l'échec. Il y a ton identité, il y a toi en tant qu'individu, et puis il y a un incident qui s'est passé, mais tu n'es pas l'incident. Donc, je crois savoir déjà détacher les deux l'un de l'autre. Et puis, de nouveau, échec relativisé. Comme je disais, on est très doué pour créer des scénarios dans notre tête qui ne sont pas la réalité, qui ne nous aident pas, qui ne sont pas constructifs, qui vont nous saboter. Donc, quand il y a un échec, quand il y a quelque chose qui fait mal, moi, je me force toujours à le mettre par écrit, en fait. Donc, qu'est-ce qui m'a mis en colère? Et ces phases de pourquoi dont on a parlé, voilà, par exemple, je suis en colère parce que mon mari a... Tu parlais d'échec. Voilà, j'ai fait un podcast qui était raté. OK, on va dire ce podcast est complètement un flop. Je suis déçue par rapport à ça. OK, pourquoi est-ce que je suis déçue par rapport à ça? Parce que pour moi, c'est important de faire une bonne prestation. C'est important de faire une bonne prestation. On va partir là-dessus. OK, pourquoi c'est important pour moi de délivrer une bonne prestation? Pour qui est-ce que c'est important? Je veux pas décevoir Chloé ou je veux donner l'impression que je suis ainsi. Et tu continues dans tes phases de pourquoi. Et là, tu arrives de nouveau à la clé. Et au final, est-ce que c'est vraiment important que je te déçoive ou non? Est-ce que c'est vraiment un drame que les gens ne me voient pas comme l'image que j'ai en tête, qui est probablement complètement irréaliste? Et c'est ça qu'on veut essayer de décortiquer. C'est ces craintes irrationnelles qui prennent tellement de place dans ma tête. Très juste. Pratiques-tu, toi, la pleine conscience? J'aimerais tellement pouvoir dire oui. Fais-tu ta morning routine? Médites-tu? Affirmation? Tour autour de moi, ils méditent avec moi, j'ai réussi à inspirer. Non, bullshit, non, pas du tout. Non, je n'y arrive pas. Et de nouveau, là,
je me sentais tellement coupable, je me sentais nulle, j'y arrivais pas. C'était un conflit intérieur. Je réfléchis tout le temps, j'ai un flux de pensée qui est énorme. Et là, de nouveau, mais en fait, Alicia, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux méditer? Quel est l'objectif que tu veux atteindre avec ça? Ok, mais en fait, c'est de pouvoir me déconnecter. Ok, mais en fait, quand je fais de la course à pied dans les champs, j'y arrive tellement mieux. Ok, alors on arrête avec la méditation et tu fais ça. T'es pas une mauvaise personne. Donc voilà, moi en fait par contre ce que je recommande à tout le monde c'est d'avoir j'ai une checklist dans mon téléphone et le nom de la checklist, enfin j'en ai plusieurs hein, quand avec mon mec ça va pas par exemple et il y a plusieurs éléments ou quand moi ça va pas bien et donc il y a vraiment est-ce que tu as pris une douche, est-ce que tu as mangé, est-ce que tu as bien dormi, est-ce que tu as tes règles, est-ce que et donc de nouveau parcourir cette checklist parce que sinon cette voix c'est oui je suis de nouveau un démon aujourd'hui, je suis de nouveau chiante, je suis ok non tais-toi, prends la liste, ah oui en fait ok j'ai pas bouffé depuis 4 heures, Émile est malade, j'ai pas dormi correctement depuis 6 nuits, donc ouais clairement je suis super chiante en fait, c'est normal. C'est un bon tip ça, les listes. On en parlait juste avant de commencer d'ailleurs l'épisode. Comment on peut surmonter le syndrome de l'imposteur et croire en soi, en ses capacités? Je reviens sur l'histoire du sabotage. Hein. Donc, j'aime pas tellement le terme. Pardon, rappelle-moi les termes. Syndrome de l'imposteur. Ouais, syndrome de l'imposteur. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a été inventé, ou en tout cas, le terme est paru quand on faisait des études sur les femmes. Donc, je crois que c'est ce qui contribue à mon allergie. Ce terme n'existait pas à l'époque où les hommes travaillaient. Mais syndrome de l'imposteur, c'est de nouveau, tu as une idée de ce que tu devrais faire ou être pour être apprécié ou être valorisé. Et ça vient de très, très loin. Ça vient de ton enfance. Donc, si par exemple, tu as été éduqué dans une famille nombreuse où on te montre clairement que le travail est quelque chose qui est important, qu'à table, les parents parlent, les enfants se taisent, qu'il faut être très docile, que quand tu as du temps de parole, ben, tu as intérêt à être concis, à être intéressant. Si tu as été formaté toute ton enfance à réfléchir comme ça, il n'y a rien de mal, hein, by the way. Enfin, donc, chaque famille a ses codes et sa culture, mais il faut juste en être conscient. Ça va formater ta façon de penser. Donc, être lent, c'est pas bien. Être rapide, être efficace, c'est bien. Maman, même, il me donne de l'amour quand je viens avec un bon bulletin et je vais recevoir moins d'amour quand mes résultats étaient moins bons, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui est ancré vraiment depuis l'enfance. Et on n'est pas logique. Le cerveau enfant n'est pas logique. Donc il est formaté comme ça jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Et après, la logique intervient. Mais c'est, voilà, j'ai fait un dessin mauve. Maman était de mauvaise humeur. Quand elle a vu mon dessin, elle était très, très énervée. Mon cerveau d'enfant va dire, ouf, le mauve et maman, ça marche pas. J'arrête avec le mauve, on jette tout le mauve parce que ça marche pas. Et donc, pour revenir par rapport à ce syndrome de l'imposteur, donc on se convainc de certaines choses. Je mérite d'être aimée. Je suis valorisée quand je délivre, quand j'amène un résultat, quand je signifie quelque chose pour l'autre. Et ça, c'est ce qui va te bloquer plus tard aussi. Parce que est-ce que c'est vrai? On revient au pourquoi. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi est-ce que c'est vrai que tu mérites d'être aimé uniquement quand tu délivres quelque chose? Donc, il faut nous voir et comprendre, en fait, quel est ton ADN, on va dire, à ce niveau-là. À quoi est-ce que toi t'associes le fait d'être aimé? Et quel est le comportement que tu associes avec ça? Parce que ça, c'est ce qui va faire pour toi que tu es successful ou pas. C'est dur de l'effacer, de pas y penser parce que c'est même peut-être inconscient. C'est là, je me sens pas légitime à. Oui. Non, malheureusement, en fait, tant que t'en es pas conscient, et c'est souvent ça, hein, la recette idéale pour le burn-out ou autre, c'est jamais suffisant. Donc, voilà, je vais me dire, OK, je sais que je suis aimée, valorisée dans ma famille, j'invente un. Si je suis avocate, c'est un statut, c'est clair pour tout le monde, tu as fait beaucoup d'études, ou médecin. OK, t'es médecin. Et puis, tu commences à pratiquer. Il y a un médecin qui a plus d'expérience que toi, qui est plus spécialisé que toi. OK, le jour où j'aurai le niveau de ce médecin-là, là, je sentirai, j'aurai cette satisfaction interne que je signifie quelque chose. Tu arrives à ce niveau-là, et puis, en fait, t'as un petit jeune qui arrive, qui a trouvé une nouvelle spécialisation, un nouvel outil. Donc, non. Tu vas tout le temps voir, toi, c'est toi qui vois ça. Les autres ne voient pas ça. Tu vas tout le temps voir quelque chose pour confirmer que tu n'es toujours pas assez doué. C'est vraiment une course contre la montre. Ça ne s'arrête jamais jusqu'à ce que tu t'épuises ou que ton corps lâche. Et donc, il faut absolument pouvoir être conscient que tu associes être aimé ou être valorisé à ce comportement-là et que tu arrives à trouver d'autres façons que ce besoin interne soit assouvi qui est autre que cette course contre la montre. C'est une belle transition pour parler un petit peu de l'entrepreneuriat. On peut se poser, peut-être même des auditeurs ici qui écoutent aujourd'hui, se posent la question de
voilà, je suis partiellement épanouie dans mon job en tant que salariée, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. On a cette image aussi de l'entrepreneuriat, de liberté, de choix d'horaire, de flexibilité que parfois le travail en tant qu'employé ne nous offre pas. Quelles sont pour toi les bonnes questions à se poser avant de claquer la porte? Oui, je vais être super chiante, mais je reviens sur le pourquoi. Parce qu'on idéalise une situation. Donc, tu parlais, voilà, le jour où je suis entrepreneur, mon travail a un vrai impact. Je contribue à quelque chose de réel. Je suis ma propre patronne. Je décide de mes horaires. Oui, je vais travailler dur, mais pour moi. Enfin bref, on a des phrases, des statements qu'on se met et qui sont pour nous notre réalité. Et puis, tu as la réalité qui est différente. Et là, tu peux être super déçu, mais surtout, tu es dans une situation qui t'a peut-être rendu plus vulnérable qu'avant et qui limite tes options. Donc là, ça peut très vite devenir dangereux également. Attention, je ne suis pas anti-entrepreneuriat, pas du tout. Je crois que simplement, de nouveau, pourquoi tu veux réellement faire ça et est-ce que tu résous le problème par l'entrepreneuriat? Donc, si ton besoin est vraiment, tu es convaincu de résoudre un problème sur le marché et que cette solution n'existe pas, et ça, c'est ton feu intérieur, fais-le. Mais si ton feu intérieur, c'est la liberté, l'indépendance, il y a plein d'autres façons de le faire. Et je crois que ma règle générale, c'est quand tu penses que tu as un problème et qu'il n'y a qu'une solution A, pense encore. Ça, c'est un énorme signal à toi-même que tu es bloqué, en fait, dans un raisonnement. Parce qu'il y a toujours un scénario A, B, C, D, E. En fait, on peut aller même jusqu'à la lettre Z. Que ça te plaise ou non, il y a des scénarios qui vont être dégueulasses dedans que tu voudras pas prendre. Mais ça te force à réfléchir autrement. Une solution pourrait être, mais en fait, pourquoi est-ce que tu passes pas simplement au 3/5e? Et là, il y a problème de hiérarchie, par exemple. Pardon? Un problème de hiérarchie. La hiérarchie, je supporte pas. Je supporte pas qu'on me donne des ordres. Ça, on entend souvent. D'accord. Et là, j'irais demander, qu'est-ce que c'est pour toi, la hiérarchie? Est-ce que tu peux me décrire qu'est-ce que ça veut dire, la hiérarchie? Moi, personnellement, oui. moi j'adore la hiérarchie. Moi, je suis un bon petit soldat. C'était juste un exemple. moi, ça me rassure d'avoir... Mais je dirais, si c'est un problème de hiérarchie, de nouveau, hiérarchie, c'est un terme qu'on va coller sur tout. Moi, je travaille dans une boîte, j'ai jamais vraiment eu de patron. Donc, alors, il y a peut-être un problème de culture d'entreprise. Donc, va regarder et va chercher des entreprises qui ont peut-être gagné des prix parce qu'elles ont une culture incroyable, parce qu'elles sont axées people. Mais aller te mettre, en fait, dans un train-train où tu deviens peut-être aligné, c'est peut-être ta propre patronne et tu dois délivrer et t'as pas l'argent qui rentre à la fin du mois, t'as un autre stress. Alors qu'en fait, ce qui est aussi important pour toi, c'est de passer du temps avec tes enfants ou même pour toi-même. Tu l'auras pas, donc tu déplaces un problème. Donc, il faut vraiment bien comprendre quel est le besoin qui est pas assouvi dans la situation que tu as aujourd'hui. Et de nouveau, prends un papier et note-le. Parce que tu vas vite voir, OK, là, je me mens à moi-même, en fait. Là, c'est une image que j'écris et c'est pas un besoin. Et puis, par besoin, quelles sont toutes les solutions qui existent? Et souvent, c'est ça, c'est OK, peut-être travailler moins. Mais pourquoi tu veux pas travailler moins? Et là, on revient à cette image qu'on a de la société, de ce qui attend. Mais t'es une feignasse, tu prends un mi-temps, qu'est-ce que tu fais? Mais on va coller le comportement à notre identité. Et on fait un amalgame des deux. Si je travaille 3/5e, je rentre dans ce panier des femmes qui sont comme ça. Oui, tout à fait. Et en fait, tu choisis toi-même de t'auto-saboter. Tu choisis toi-même de te rendre malheureuse. Tu es ton propre frein. Et qu'on ne sent pas à sa place, par exemple. Je crois que la première question, c'est pourquoi est-ce que tu as l'impression que tu te sens pas à ta place? Qu'est-ce qui te donne ce sentiment-là? Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi? À quoi ça ressemblerait de te sentir à ta place? Parce que de nouveau, on est très doué pour voir même chez nous-mêmes tout ce qui va pas bien. Mais en fait, on s'en fiche de ça. Ça, c'est pas constructif. Ce qu'on veut, c'est qu'est-ce que tu vas atteindre? Quelle est la situation désirée? Et que ça, c'est soit concret. Et souvent, on est assez nul par rapport à ça et on est beaucoup plus doué pour aller regarder tout ce qu'on fait mal et ce qu'on fait pas assez bien. Par rapport au talent et les compétences, je vais essayer de rebondir sur ta première question. On a, et surtout aujourd'hui, je crois que les réseaux sociaux amplifient ça, on a une image idéalisée du bonheur. C'est même devenu un peu c'est vraiment le sujet à la mode. Être heureuse dans toutes les situations, chercher le bonheur à tout prix. C'est pas possible, les gars. C'est bien d'être malheureux. Aller regarder des films Insights, c'est le Pixar, là, sur les émotions, l'indique très bien. Chaque émotion a son rôle. En fait, c'est même reconnaissante. Quand tu te sens mal, c'est que ton corps te dit quelque chose. Donc, sois reconnaissante par rapport à ça et arrêtez d'essayer d'étouffer. On revient dans ce truc de directement mettre un pansement, oublier, passer à autre chose. Et je crois que l'exemple que tu fais ici avec le podcast est très bien. Je connais pas ta motivation interne pour faire le podcast. J'imagine qu'il y a une question de partage ou de peut-être justement pouvoir aider les gens. Et je vais appeler ça c'est ta passion, ton feu.
Et peut-être que c'est une bonne stratégie de vie, en fait, de trouver un métier qui est limité dans le temps, qui te permet de répondre à tes besoins financiers, alimentaires, ce que tu veux. Sécuritaire, ouais. Exactement. Et de pas mélanger ta passion à ça. Et ça te permet de libérer du temps pour développer ta passion. Tu diversifies. C'est juste une belle stratégie de diversification. Tu mets pas tous tes œufs dans le même panier. Parce que si ton boulot doit répondre à ta passion, ça devient très vite super émotionnel. Et tu vas avoir beaucoup de peur. Merde, le jour où la culture change. Merde, le jour où mon manager change. Parce que tu as tout misé sur cette même chose. Et en fait, t'as pas beaucoup de contrôle et d'influence là-dedans. Et peut-être le contrôle et l'influence, c'est un sujet sur lequel j'aimerais revenir dessus par rapport à la gestion des échecs. Mais on prend l'exemple d'un chanteur. Ok, je vis de ma passion de jeu de chanteur. Ok, mais dans la réalité, tu vas peut-être chanter 5% du temps et 95% du temps, tu es en train de régler la scène, tu es en train de régler les selles, tu es en train de régler les musiciens. Et donc, en fait, t'es pas en train de vivre de ta passion et t'es malheureux et tu te sens paumé. Donc, je crois que là, de nouveau, il faut relativiser. Ok, mais cette vision du bonheur, est-ce qu'elle est réaliste? Et est-ce que mon job doit répondre à tout? Ou est-ce que c'est peut-être à moi de nouveau de faire un travail et d'être plus intelligent avec le temps? On a tous autant d'heures dans la même semaine. Ce que tu en fais, de nouveau, quel est ton plan? Sinon, t'es mis dans le plan des autres. Donc, construis ton plan par rapport à tes forces et tes compétences. Et ose repenser les clichés. Comment on définit nos forces et compétences? Ouais. Et pourquoi c'est important de définir ses forces et ses compétences? Tu peux être doué pour cuisiner, mais ça veut pas dire que tu vas être heureuse de cuisiner 10 heures par jour. C'est pas parce que tu sais bien cuisiner que tu dois le faire. Mais ça, c'est le problème de la société. Ah, t'es super doué en maths. Ok, donc par défaut, ça va être ta carrière. Non, tant mieux, c'est bien. T'as plein de cordes à ton arc. T'es doué en maths. Et qu'est-ce que tu veux? On vient là-dessus. Et qu'est-ce que tu veux? Sans ce que la société, ce que papa, maman pensent pour toi. Et c'est ça qui est difficile. Pourquoi est-ce que c'est important pour nous ce que les autres pensent? Et on revient là-dessus. Versus par rapport à ce que toi tu penses. Parce que c'est ta vie. Ils t'ont mis au monde pour te donner une vie, pour que t'en fasses ce que tu veux. Donc pourquoi tu bases tes choix sur leur réflexion? Surtout qu'ils n'ont pas toute l'info. Donc ils savent pas en fait prendre une bonne décision. Mais je m'éloigne de ta première question. Ouais, pardon. Par rapport aux forces et les faiblesses, bon, naturellement, c'est important de savoir dans quoi t'es doué, dans quoi t'es pas doué. Mais comme, pour moi, c'est juste un fait, comme le fait que t'es blonde, je suis brune, c'est un fait, c'est une information. Mais je pense pas que ça va. Il faut arrêter de. En fait, il faut de nouveau aller gratter plus loin. Et là, j'avais peut-être un exemple en coaching. J'ai quelqu'un qui vient chez moi, qui en fait a raté plusieurs procédures, entretien d'embauche. Parce que le feedback qu'on lui a donné, c'est voilà, tu es trop arrogant, on a peur en fait que tu vas écraser des gens pour réussir. Je connais ce garçon de coaching, donc je connais d'autres facettes, mais je comprends aussi pourquoi il peut donner cette impression-là. C'est quelqu'un qui va tout le temps porter un costume, qui va tout le temps parler avec une voix qui est relativement forte, qui va répondre en premier aux questions. Donc dans son comportement, il y a des choses qui t'indiquent que il peut être arrogant. Mais voilà, est-ce que ça, c'est ce qu'on voit à la surface? Et donc lui vient, tu me parlais tout à l'heure, comment est-ce que tu fais un coaching? Donc lui, sa question était très claire. Alicia, je viens, tu vas me prépper pour cet entretien parce qu'ils ont accepté de me revoir une deuxième fois malgré qu'il y a ce signal d'alarme là. Donc tu vas montrer ou m'apprendre comment je peux avoir l'air moins arrogant. On va faire ça, c'est emballer, c'est peser, j'ai le job. Bon, tu me connais, non, je vais pas faire ça parce que je ne pense pas que ça va t'aider. La question c'est, pourquoi est-ce que tu donnes cette impression? Est-ce que tu es d'accord que tu donnes cette impression? Et quelque part, il comprenait pourquoi il pouvait donner ce sentiment-là, et puis pourquoi? Et on va gratter, on va gratter, on va gratter, et en fait, ce qui s'avère, c'est que ce comportement est en compensation d'une peur énorme qu'il a. La peur de paraître faible. Tu mets un costume. Quand tu mets un costume, quand tu roules dans une certaine voiture, quand tu as ce titre-là, quand tu rapportes directement au CEO, c'est clair pour le monde entier que tu es fort et que tu n'es pas faible. Et pourquoi est-ce qu'il voulait à tout prix pas? Si on continue la conversation, d'où vient ce besoin d'affirmer au monde entier que tu es fort, alors qu'en fait ta femme le sait, tes enfants le savent, ils s'en foutent. Mais pourquoi? C'est tellement présent chez toi que tu vas saboter un entretien d'embauche parce que c'est plus fort que toi. Cette peur de paraître faible est énorme. Et dans les conversations, il s'est avéré qu'en fait, il a été abusé quand il était enfant, sexuellement. Il a été très faible à un moment, on a abusé de lui. Plus jamais, il veut que ça arrive. Et c'est un mécanisme de défense qui est là, mais qui est tellement présent qu'aujourd'hui encore, ça influence la façon dont il s'habille, dont il parle, dont il agit. Et on parlait, ce besoin va jamais être assouvi, il pourrait rapporter au CEO, tant que lui n'est pas convaincu ou qu'il fait pas un travail sur lui-même, sur qu'est-ce que c'est que paraître faible et pourquoi c'est important de paraître fort, il pourra avoir le plus beau job du monde, ce sentiment ne partira pas.
Et ça, c'est vraiment la clé. Donc, de nouveau, par rapport à tes forces et tes faiblesses, il y a une racine. C'est ce qu'on voit au-dessus de l'iceberg, au-dessus de l'eau. Mais quelle est la racine qui fait que tu as ce comportement-là? Et de nouveau, tu n'es pas faible ou tu n'es pas arrogant. Tu peux avoir un comportement, des paroles qui sont arrogantes, mais dissocie ton identité du comportement. Pour parler maintenant du work-life balance, comment trouver cet équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle? Je reviens sur ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, je crois que de toute façon, si tu n'as pas de plan et que tu es mis dans le plan des gens, ben ça, c'est déjà catastrophique. Parce que quelle est en fait ta règle pour dire non à quelque chose ou dire oui à quelque chose? Et tu es toujours dans un questionnement. Donc, c'est de nouveau pour avoir cet équilibre, mais tu dois définir toi-même quels sont tes objectifs. Et on parlait tout à l'heure des objectifs, et je crois que c'est important. Quel est ton objectif financier? Quel est ton objectif en tant que mère de? Quel est ton objectif en tant que femme de? Si tu es en couple. Donc, par rapport aux différentes facettes de ta vie, d'un point de vue santé, donc souvent, moi, je prends ça comme pilier, c'est OK, ta santé, ta finance, dans le relationnel, et puis tu peux aussi avoir toi par rapport à la société. Et quels sont tes objectifs par rapport à ça? Financier, il faut travailler. Mais de nouveau, quel est ton objectif financier? Tu peux être content de toucher autant par mois ou tu as peut-être un objectif de autant. Une fois que ça c'est clair, ben là, tu peux commencer à déterminer, mais pour atteindre cet objectif, quel est le temps que je vais allouer dans le privé ou au niveau privé professionnel. Donc ça, c'est une façon de le faire. Mais de nouveau, c'est une approche très pragmatique, presque mathématique pour y arriver. Après, je pense que la vie est pas noir-blanc. Et par exemple, un exercice que je fais avec mon mari, c'est une fois par an, on fait vraiment une analyse SWOT de notre famille, de notre couple. Tu peux expliquer ce que c'est, SWOT? Oui, pardon. Donc, SWOT, c'est une méthode vieille comme le monde qu'on utilise en entreprise pour évaluer en fait le potentiel, le risque. Donc, SWOT, c'est strengths. Donc, quelles sont les forces? Weaknesses, quelles sont les faiblesses? Quelles sont les opportunités? Threats, quelles sont les menaces? Et donc, on va vraiment faire cet exercice en couple, mais quand on regarde lui et moi, quelles sont nos forces? Et ces forces peuvent devenir des opportunités. Quelles sont des menaces qui peuvent se traduire vraiment en risque? Et aller évaluer notre situation, et souvent ça se traduit aussi dans le work-life balance. OK, mais est-ce qu'on met un système en place dans le day-to-day qui va nous permettre d'investir dans ces opportunités, dans ces forces? Ou est-ce qu'en fait le système, quelque part organique, naturel, spontané qu'on a, nous renforce à chaque fois dans ces menaces ou dans ces faiblesses? Tu as un exemple? Donc, je crois que par exemple, la force de mon mari et moi, on est tous les deux, la valeur du travail est très élevée chez nous. La valeur de la responsabilité est très élevée chez nous. Quel est le trop de cette force? On va trop travailler tous les deux. On va se sentir responsable de tout et tout le monde, que ce soit des gens autour de nous, dans notre famille, par rapport au travail. Donc, et ça peut devenir un énorme risque. Par contre, la chance qu'on a, c'est qu'on est aligné sur ces valeurs de base. Parce que le plus difficile, c'est d'avoir une partenaire, par exemple, qui comprend pas du tout pourquoi son mari, lui, a un besoin de travailler énormément. Donc là, on va vraiment analyser avec des cas concrets. On est plutôt dépensiers tous les deux. On aime bien vivre, on est plutôt épicurien. Donc ça, c'est un danger. Donc là, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a déterminé vraiment un fichier Excel. On a revu les budgets, on a revu les tâches. Il y avait des crédits dans les tâches ménagères. Et voilà, est-ce qu'on est d'accord? En fait, cette tâche, on veut la faire nous-mêmes ou est-ce qu'on préfère la outsourcer, payer quelqu'un pour le faire? Est-ce que c'est important de manger sainement tous les jours? Ou est-ce qu'on dit tous les mercredis, c'est croque-monsieur, Claude le fait, c'est très bien. Donc, c'est hyper intéressant. Oui, de nouveau, super pragmatique. En fait, tu fais une analyse de toi-même et puis tu décides. Soit tu payes, soit tu investis du temps, mais ça dépend de nouveau de ton plan et de tes objectifs. Donc, c'est hyper intéressant de faire ça en couple, en duo. Il faut le faire parce que vous êtes un projet commun. En fait, il y a un énorme shift. Quand tu es en couple au début sans enfant, tu as des critères, tu as une checklist interne pour choisir ton partenaire. Voilà, il doit être beau, il doit être sportif comme moi, il doit aimer sortir, il doit aimer aller au restaurant. J'en sais rien, tu as une checklist interne, il doit bien s'entendre avec mes copines. Et puis, vous devenez parents. Donc, il y a déjà une interdépendance. Si lui est parti pendant une semaine, indirectement, toi, tu es bloqué avec l'enfant. Donc, en fait, tu dépends des décisions de l'autre. Et là, ça devient très difficile. Ouais. Parce que la raison pour laquelle un prend une décision n'est peut-être pas la raison où toi, tu valides pas le pourquoi de cette décision. Si lui a besoin de voir ses potes 4 fois par semaine et jouer au foot, ok, mais toi, ça implique que ces 4 jours-là, quelqu'un doit aller chercher le bébé à la crèche. Et là, ça devient des discussions qui sont super compliquées. Parce que souvent, on va parler sur le pourquoi, la solution, mais pas nouveau sur le besoin. Qu'est-ce qui pousse le partenaire à faire ça et à agir comme ça? Et en fait, si limite tu devais faire un choix
de la personne en tant que père de, tu aurais une autre checklist. Est-ce qu'il range bien? Est-ce qu'il sait bien cuisiner? Est-ce qu'il s'occupe bien des enfants? Oui, des critères que tu n'aurais jamais, ils n'auraient jamais figuré dans ta première checklist. Très juste. Et c'est là que le bas blesse. Et où c'est encore, pour rendre les choses encore plus compliquées, cette deuxième checklist en tant que père de ou mère de, elle est valable peut-être 10 ans, puis 10 ans, l'enfant est autonome, et tu repasses à la première liste. Donc, tu dois constamment switcher. Donc, si tu n'es pas capable d'avoir ces conversations à nouveau sur le pourquoi, et d'une façon non agressive envers l'autre, parce qu'on a un jugement. On a un jugement. Quand tu vas au foot, je me sens négligée. Ou tu t'en fous. Tu es un père qui s'en fout d'eux, parce que c'est super agressif, c'est super violent, t'auras aucune conversation constructive. Et donc, ça te demande déjà un effort pour toi aussi d'aller formuler cette question d'une façon qui est foncièrement ouverte et curieuse pour aller réfléchir ensemble. OK, mais il y a ton besoin, il y a mon besoin, il y a les besoins, ou les forces qu'on a ensemble, et quel est le plan qu'on peut construire pour y arriver. Oui, et puis on revient un peu à la question de l'entrepreneuriat. Tu vois une image d'une mère sur Instagram, ça devient ton image. C'est pas quel est ton choix. Tu peux être une super bonne mère en allant chercher, et tes enfants sont gardés par une nounou 4 jours par semaine. Mais si tu es persuadé que la société pense autant que tu es une mauvaise mère parce que 3 petits points, ce que tes parents t'ont toujours appris, ce que tu as toujours vu, ça devient synonyme de ton bonheur. Ça aussi, c'est super compliqué. Donc, on vient à qu'est-ce qui est ton choix, quel est ton difficile. Pas avoir ses enfants est difficile. Être constamment avec ses enfants est difficile. Donc, quel est ton difficile? Choisis et stick to it. Tu parlais de courir dans les champs, que ça te fait du bien. Il y a d'autres choses que toi, tu appliques pour ton bien-être mental, perso? Il y a plusieurs choses, et puis aussi qui sont simplement validées, je crois, c'est toujours dangereux de dire ça, validées par la médecine, parce qu'on va commencer dans un débat. Mais voilà, j'essaye par exemple de tous les jours marcher au moins une fois dehors, faire autant de pas par jour. Simplement, ça produit l'hormone du bonheur. Donc, pour moi, c'est assez basic. Dormir, avoir mes heures de sommeil. Donc, bouger, avoir mes heures de sommeil, manger sainement. Donc, je crois que ça, c'est un peu les conditions de base, en fait. Et je remarque que quand elles sont pas respectées, très vite, ça va mal. Et inversement, j'essaye plutôt d'être lucide. Quels sont mes comportements quand ça va pas? Est-ce que je vais aller sur mon téléphone? J'ai arrêté les réseaux sociaux pour ça. Parce que je remarque, t'as mis le petit au lit, ça a été super compliqué, t'as une journée difficile, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller dans ton téléphone. Et c'est pas tellement le téléphone le problème, c'est ce que tu ne fais pas parce que tu es sur ton téléphone. Une copine peut t'appeler à ce moment-là, t'es en plein dans ton IG feed, tu vas pas décrocher. Donc, tu te prives en fait d'une connexion sociale. Tu vas peut-être pas aller marcher dehors, tu vas peut-être pas aller au sport, tu vas peut-être pas préparer tes affaires pour le lendemain afin de mieux commencer ta deuxième journée. Et donc, je crois qu'il faut plutôt être lucide de quels sont tes instant satisfiers quand ça va pas, et est-ce que c'est un frein ou est-ce que c'est un accélérateur pour toi, et d'être très lucide par rapport à ça. Parce que chaque personne sait les 5 choses que tu dois faire pour te sentir bien. Mais ça, c'est une question de leadership personnel. Sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu le fais? Et est-ce que tu as des bons mécanismes quand ça va pas? Parce que c'est là-dessus qu'il faut agir. On va finir par des petites questions bonus, des petites questions un peu plus perso. J'ai commencé avec celle-ci. Je te demanderais, est-ce que tu pourrais nous partager un des meilleurs conseils que tu as reçus dans ta carrière? Je crois que le meilleur conseil, mais ça dit aussi quelque chose sur moi, décris l'émotion, mais ne sois pas l'émotion. Donc voilà, quand tu es en colère, et donc je me force vraiment à peut-être d'abord écrire le message, surtout on parlait des conflits avec ton partenaire. Souvent, tu donnes les restes de ta personnalité à ton partenaire. Donc, tu donnes le meilleur de toi aux gens au travail et tu rentres à la maison. Ton partenaire a vraiment droit à la pire version de toi-même. Et là, typiquement, si après il fait une connerie ou quoi, tu vas péter un plomb et t'as aucun filtre, en fait. Et donc là, c'est ne sois pas l'émotion, mais décris l'émotion. Donc ça, je dirais, c'est mon meilleur conseil, que ce soit pour la carrière et privée. Un moment à toi, une habitude à laquelle tu tiens, qui est importante pour toi, ça peut être le café après avoir déposé Émilie à la crèche, ça peut être le moment de calme, un podcast, un livre, à courir, tu l'as dit. J'ai remis Petite ressource. Le sport. Si j'ai une semaine sans sport, et maintenant je suis enceinte, donc je cours plus. Je trouve ça très difficile, donc je remarque que le sport est super important, mais je crois que c'est mon but dans la vie, c'est de pouvoir inspirer d'autres personnes. C'est pas inspirer en étant sur scène avec un micro, mais c'est sur des petites actions de tous les jours. Donc, quand je vais au travail et que je vois, grâce à une co-création, que ce soit avec mon mari ou avec mon fils, pouvoir inspirer, ça, c'est ma petite habitude. Donc, je vais tout le temps me nourrir, apprendre, et dans l'espoir de pouvoir retransférer cette connaissance et aider d'autres personnes à se sentir mieux.
Est-ce que tu as un mantra, une citation qui t'inspire au quotidien? Mais je crois que c'est ça. Seek to inspire to be inspired. Ça te va bien. Est-ce que tu as un livre, un podcast, un film qui t'a marqué, que tu as envie de partager? Aussi basique que c'est, mais je trouve que le petit alchimiste de Paulo Coelho reste, c'est vraiment accessible à tout le monde. Et en fait, ça parle un peu de ce qu'on vient de discuter. Quelle est ta quête à toi? Oui, il est vraiment accessible à tout le monde. C'est chouette à lire et les messages de base sont là. Un autre livre, je dirais non plutôt d'un point de vue parenting pour tout ce qui est éducation. Moi, le livre qui m'a vraiment mis une claque, qui m'a énormément aidé, c'est il faudrait que je te le donne en français. Parents chasseurs-cueilleurs. Oui, chasseurs-cueilleurs, oui, c'est ça. Je te le dis aussi. Ouais. Une petite Rosie de 2 ans. Oui. Ouais, je le recommande aussi. Très bon livre. D'ailleurs, en parlant de parentalité, ça t'a mis une pression de devenir mère? Oui, énormément. Comme je disais, j'adore travailler. Et depuis petite, je me voyais, quand je me projetais à lycée adulte, je me voyais travailler. Je me voyais pas maman. Donc voilà, c'est peut-être... c'était hors de ma zone de confort. Et je suis quelqu'un qui construit des systèmes pour tout. Donc, ce truc de personal leadership, je sais exactement ce que je vais faire pour me rendre heureuse, pour bien fonctionner. Donc, oui, et un enfant va juste foutre le boxon là-dedans, quoi. Et c'est en fait du lâcher-prise. Et ça, c'est mon énorme point de développement. C'est apprendre à lâcher prise, à perdre le contrôle et à avoir confiance que ça va aller, même si t'as pas le contrôle sur la situation. Donc, je dirais oui, c'est super ça. Et puis, en fait, j'avais parfois le sentiment aussi qu'on m'imposait une identité que j'avais pas choisie. Tu subissais ce statut de mère? Peut-être pour remettre le contexte, moi, j'ai eu Émile en plein Covid. Donc, moi, je me voyais encore voir mes amis, aller boire des cafés. Et en fait, on a tous plusieurs casquettes. Donc, je suis manager de, je suis femme de, je suis maman de, sœur de. Et c'est ça qui m'épanouit. C'est d'avoir, là aussi, une diversification dans les casquettes que j'ai. Et pendant le Covid, t'es à la maison avec l'enfant. C'est la seule chose que tu fais toute la journée. C'est la seule façon pour moi de mesurer mon succès. Et donc, oui, j'avais plus qu'une identité. Merde. Et ça, je la sentais comme imposée. Le fait d'avoir perdu les autres, surtout. C'est comme ça que je le ressentais, en fait. Je l'ai pas perdu, mais c'est comme ça que je le ressentais. C'était lié vraiment au Covid, enfin, à l'atmosphère à ce moment-là. Je crois que oui, mais après, Covid a bon dos. Il faut pas tout lui mettre dessus non plus. Je crois que ça disait plus quelque chose sur moi, de nouveau sur ce que je pensais et comment moi je voyais le rôle de la mère et tout ce qu'il fallait, mon interprétation de ce que c'est qu'être une maman. Et là, je prenais peut-être aussi d'un point de vue trop large. Tu peux être mère et tu peux dire « Ouais, fuck, je vais pas aller le chercher à la crèche et je vais aller courir maintenant. » Donc, c'est dur. Hein. Oui, mais c'est de nouveau... Voilà. On revient sur... Mais comment est-ce que toi, tu vois ou comment est-ce que toi, tu veux remplir ce rôle? Et je voulais pas faire le choix. Je voulais pas choisir et je voulais que subir. En parlant de maman, est-ce que tu as senti une inégalité en devenant, toi, personnellement mère, surtout dans le cadre du travail? Dans le cadre du travail, mais dans le cadre de tout, en fait. Hein. L'enfant est malade, la crèche va appeler qui? Moi, j'ai mis Anthony sur la liste. Oui, mais je crois que le réflexe oui, de base... Mais toi, c'est ça qui est beau. Là, tu as challengé quelque part le status quo et la façon dont la société fonctionne. Mais... Donc oui, et d'ailleurs, c'est prouvé dans les chiffres, en fait. Hein. Le mari va souvent avoir un avantage financier parce qu'un père de famille est considéré comme quelqu'un de plus fiable, quelqu'un de plus responsable. Donc, on voit aussi assez rapidement qu'un père va évoluer dans sa carrière, peut-être avoir accès à des fonctions managériales ou plus de responsabilités. Ou la mère, forcément, t'es out. Et puis 2, par la force des choses, par le congé de maternité, par de nouveau les images qu'on a dans la société, reprend plus de tâches. Ça reste un fait, ça c'est chiffré. La mère ressentira plus cette pression mentale, donc ça va avoir un impact sur son travail. Qu'est-ce que tu penses de la charge mentale? C'est un vrai débat avec mon mari. Oui. Et quel est Lui, il pense le débat que vous avez là-dessus? Il pense avoir autant de charge mentale que moi. Et Anthony est vraiment, vraiment impliqué dans la vie familiale. Mais, il y a toujours un petit mais, j'ai l'impression d'avoir constamment en tête des questions. Donc, as-tu inscrit Léa à? C'est vrai que lui, il va la traiter, la question. Et moi, je l'ai tout le temps en tête. C'est plutôt ça que ça tourne en boucle non-stop. Là où lui, je sais pas, il la traite différemment. Oui.
Bon, il y a deux choses, parce que je vois effectivement Anthony est super impliqué. Ouais. Et donc là, j'ose tendre cette perche-là, mais je veux pas que les autres mères qui écoutent me tuent, parce que dans la plupart des cas, malheureusement, la charge mentale est vraiment plus chez la maman, Ouais. mais plus parce qu'on voit qu'il y a plus d'activités qui sont chez la mère. Gérer la prof ou la crèche, enfin n'importe. Les courses, c'est souvent les mères qui y pensent. Et en fait, d'ailleurs, ça on peut en reparler après, il y a même un classement hiérarchique des tâches. Donc on voit que les hommes font des tâches qui sont plus valorisantes que les femmes. Donc des tâches qui durent plus longtemps dans le temps, qui sont plus visibles, vont souvent chez les hommes. Les femmes, font souvent des tâches qui sont plus ingrates. La vaisselle, c'est super ingrat. Le lendemain, c'est de nouveau sale. Donc même là, il y a déjà une inégalité en fait dans les tâches. Par rapport à la charge mentale, il y a un moment, il faut aussi, j'ai envie de dire, est-ce que c'est toi qui choisis aussi de continuer à... Bien sûr. Bah oui. Et ouais, mais là, on parlait du choix. On parle du choix, Chloé. Donc, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de ta peur? Et là, il faut aller analyser. OK, même Anthony oublie de l'inscrire au stage. Oui. Continue le raisonnement. Et donc quoi? Quelle est ta peur? Pourquoi est-ce que c'est important pour toi? Oui, j'ai envie que ça se passe comme j'ai envie je le projette dans ma tête. C'est vrai que c'est... Et pourquoi ça doit se passer comme ça se passe dans ta tête? Je crois que fondamentalement, j'aime ça. J'aime être une maman, penser à tout, avoir tout calculé. C'est une part de ma personnalité que j'aime. Donc, je le reproche sans le reprocher. Je le dis juste, c'est un constat. On a plus de charge mentale. Et il me dit que non. Mais c'est tout. Après, ça s'arrête là. Pour nous, c'est pas problématique, mais c'est vrai que j'ai un mari qui est ultra présent et qui est disposé à faire exactement... Voilà, c'est tous les soirs, c'est qu'est-ce que tu veux manger, quoi, tu vois, j'ai un chef à la maison, il fait la vaisselle, il fait le ménage. Bon, il fait pas la lessive, mais ça me va très bien. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas ce genre de conflit. J'aimerais vraiment décortiquer ça avec toi, parce que tu disais, oui, je veux être la mère qui pense à tout ça. Je veux dire, mais pourquoi? Pourquoi tu veux être la mère qui pense à tout ça? Ouais, mais je crois que c'est un paradoxe. Je crois que c'est contre ma propre mère qui était féministe, indépendante, qui est partie voilà, qui a divorcé de mon père, qui est artiste, qui vit sa life. Et moi, je me construis à l'opposé, mais c'est souvent le cas. C'est vrai que moi, j'aime le statut d'épouse, j'aime le statut de mère, là où parfois j'ai même honte de le dire, j'aime être la femme d'eux. Là où ma mère, quand je lui ai parlé de mariage, je l'ai même pas invitée, je les ai même pas invités, nos parents, parce qu'on était vraiment une décision personnelle, deux adultes qui font famille sans enfants. C'est pas les enfants qui font faire famille, c'est nous deux, on décide contractuellement, mais on adore les contrats, de faire... Ouais, c'est de notre côté. Là où mes parents sont artistes, anti-contrat, hyper individualistes, là on est plutôt une team, et c'est vrai que j'apprécie ce côté-là. Donc je crois que je me forme à l'opposé de mes parents. Oui. Ce qui génère une irritation, une frustration chez nous, est souvent une zone d'ombre. Donc, je ne m'autorise pas à être, je vais le faire super noir-blanc, mais laxiste comme ma maman. Je ne m'autorise pas. Et en même temps, quand il y a une allergie ou une frustration dans le comportement de quelqu'un d'autre, ça indique parfois secrètement aussi un désir d'être comme ça, mais qu'on ne s'autorise pas à être comme ça, pour souvent des histoires dans le passé. Donc ça peut être intéressant aussi. Et cette frustration, elle doit ressortir à un moment. Et elle peut ressortir sur Anthony, elle peut ressortir ailleurs, sous la forme d'une injustice. Mais c'est pas comme ça que tu vas résoudre le problème, parce que le problème est plus profond. Mais je crois que là, ce qui est intéressant, c'est que tu développes un comportement, je pense, pour compenser une peur que tu as. Et j'essaye de chercher ici, quelle est cette peur? De quoi est-ce que tu veux protéger tes enfants? Quelle est la peur qui est là et qui fait que ce comportement, même si tu sais que t'es pas obligé de l'avoir, il revient en mode automatique. Les questions, elles reviennent. Même si c'est déjà validé, signé, tu vas vérifier une deuxième fois. Je fais le nouveau noir-blanc pour la facilité, mais... Oui, c'est très juste, c'est très juste. Et pour parler un peu moins de moi, toi, dans le monde du travail, comme tu manages des gens, etc., comment tu fais pour combattre un peu cette inégalité, si tu veux que ce soit un combat? Donc la première chose que je fais, et en fait, la première inégalité, elle commence là, ce que les femmes veulent, en fait, c'est bête de dire, les pères le veulent aussi. Donc, ce serait j'accorde énormément de flexibilité au niveau des horaires. Parce que pour moi, ça, c'est le premier moment où le bas va blesser pour des jeunes parents. Donc, je vais être vraiment très claire sur qu'est-ce que j'attends de vous, et pas sur le comment, mais plutôt sur, voilà, qu'est-ce que j'attends de toi d'un point de vue objectif, d'un point de vue comportement, qu'est-ce que je veux voir, et comment tu le fais, en fait, je m'en fiche. Quel jour au travail, ou quel horaire, etc. Tant que je peux te rendre vraiment accountable par rapport au résultat qui est attendu. Mais je pense qu'un papa veut exactement la même chose. J'ai un homme dans mon équipe qui vient d'être papa pour la deuxième fois et j'ai des discussions avec lui où j'essaye vraiment de le conscientiser sur le fait que, pour moi, il devrait prendre un 4/5e parce que la situation de sa femme est compliquée.
Donc oui, donner de la flexibilité aux femmes, mais donne-la aussi aux papas, parce que ça commence là. Et on voit en fait une corrélation directe. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une injustice chez la femme? C'est lié à la durée du congé de paternité, pas de maternité. C'est le congé de paternité. Donc les pays qui ont un congé de paternité plus long, la mère va pas avoir ce moins 20% de revenus, qui est vraiment, il est très clair statistiquement, on voit une femme perd en moyenne 20% de ses revenus 10 années après avoir eu le bébé. Donc, j'irais flexibilité. Oui, je crois qu'accepter qu'il y a des jours qui sont bons ou moins bons et j'essaye d'être très alerte. Donc, quand je vois un collègue qui me dit, oui, voilà, demain, je vais devoir déplacer la réunion, mon fils est malade, informer. Tu sais que tu peux prendre un congé sans solde pour t'occuper de l'enfant. Fais-le. Va dormir. Je me rappelle, j'ai voulu faire des réunions quand Émile était malade. J'ai raté une réunion parce que je m'étais endormie. Et aujourd'hui, je me dis, mais c'est ridicule. Qu'est-ce que tu voulais prouver? Pourquoi tu as fait ça? Donc, je crois que c'est plutôt aider la personne parce que toi, tu peux tenir le miroir quand un parent fatigué ne le voit plus, par exemple. Mais surtout, commencer par le faire des deux côtés. Sinon, tu recrées une inégalité, pardon. Après, voilà, par exemple, il y a une discussion qui est aujourd'hui le fait d'être absente, par exemple, prorata, ça a un impact sur le bonus. La loi est faite comme ça. La loi et le corps de la femme fait qu'un homme ne pourra jamais porter le bébé. Donc, tu peux pas tirer cette inégalité entièrement. Mais même là, on est en train de voir avec l'équipe comment est-ce qu'on peut créer un système de bonus entre nous qui est juste, en fait, où une mère peut peut-être avoir 1 ou 2 grossesses et pas être pénalisée, même d'un point de vue bonus, par rapport à ça. Tout à fait. Pour finir avec une question légère, t'aurais une app que tu pourrais nous recommander, une application que tu utilises qui te facilite la vie ou dont tu pourrais pas te passer? Non, c'est marrant, j'ai tout arrêté, en fait. J'étais fan de mesurer... De traquer chaque... Ouais. Je le faisais, j'étais sûre que j'allais pouvoir prouver. Je prenais toutes les sets de données, des siestes, d'Émile, du temps. Oh my God. Ouais, et puis je vais voir un fil rouge et je vais pouvoir prévoir une espèce d'algorithme et je vais l'appliquer tout le temps et puis mon fils va dormir comme ça. Donc j'adore, mais pour répondre à ta question, non, en fait, oui, mais je fais pas de la pub pour eux. Crisp, nous, ça nous a sauvé par rapport à la question courses, repas, etc. C'est quoi? Donc, Crisp, mais tu l'as que en dehors de Bruxelles. C'est un mix entre, c'est quoi? C'est pas Foodmaker, mais les HelloFresh, mix entre HelloFresh et en fait, disons, un Deleuze en ligne. Ok, c'est une livraison à domicile. Oui, mais par exemple, Claude, son excuse, ça dit tellement sur moi. C'est pas une excuse, ok, mais son argument pour ne pas cuisiner, c'est oui, mais je ne sais pas cuisiner, ça me demande tellement plus d'efforts de devoir réfléchir aux ingrédients, etc., que ça me prend plus de temps. Et en fait, sur Crisp, tu peux choisir selon tes critères, tes recettes, comme sur HelloFresh. Mais voilà, t'as un gosse, il te faut aussi du lait, il te faut aussi de quoi faire les tartines, et en même temps, tu peux aussi simplement faire tes courses. Et puis pour moi, c'est important, tout est local. Donc ça vient au plus loin des Pays-Bas. On sait tout le temps voir d'où vient la nourriture. Pour moi, nouveau, c'est aussi important, mais donc tu payes un peu plus cher. Mais ça résout pour nous le problème de cuisine et de repas. Et donc ça a permis de mettre une égalité là-dedans. Donc Claude est ravi, il adore l'application. Le lendemain, c'est livré. T'as jamais de petites blagues de stock comme tu l'as avec le Deleuze ou le Colruyt. Donc ça, c'est devenu peut-être my go-to app depuis que je suis parent. Merci beaucoup, Aïssa. Merci pour ta franchise. Merci à toi. Bonne continuation. Merci beaucoup. Et voilà, cet épisode d'Audace touche à sa fin. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est vraiment la meilleure façon de me soutenir dans ce petit projet passion. Si vous en voulez encore plus, rendez-vous sur Instagram à audace.podcast, audace avec un O. Vous pouvez retrouver le contact de mon invité et toutes les références mentionnées dans l'épisode dans la barre de description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain. See you guys!